Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi 9 juin, le tout dernier numéro de la semaine. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission qui revient de nouveau pour commenter l'actualité qui reste dominée par la réconciliation entre Gentini Ngobila et Godem Poi. La grande question reste à savoir, est-ce que cette réconciliation efface-t-elle toutes les allégations portées contre Ngobila relatives à la mégestion de la ville par le président de l'Assemblée provinciale? On va en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la perquisition du domicile de la mère de Salomon Escadé, conseiller spécial de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Selon certaines sources, rien n'a été trouvé. Les militaires sont rentrés avec plutôt quelques effets de Salomon Escadé. Là, on parle d'un Coran et tant d'autres très bien. On va essayer de décortiquer également cette question. Et puis on va chuter avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Nous sommes à 50 jours de la tenue de ces Jeux, mais jusqu'à présent, on se pose la question de savoir où en sommes-nous avec les infrastructures. Est-ce que la RDC est prête à accueillir ces Jeux? On va essayer aussi d'y réfléchir là-dessus. Je reçois sur ces plateaux Edmond Izouba, directeur général d'Opinion et opinioninfo.cd, un média en ligne qui émet depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Hervé et Thomas pour l'invitation. Comment allez-vous? Je vais très bien et j'espère que ça marche également pour vous. Absolument. Voilà. Très belle chemise. Hein? Oh, c'est à la mode. Vous quittez de plus en plus la catégorie des journalistes sans chemise. Bon, un journaliste n'est pas vraiment lié au matériel. On est là, on fait le boulot, on répond aux invitations de la télévision, mais on fait quand même un grand effort de bien s'habiller quand on sait qu'on a une prestation à la télévision. Absolument. Mais du moins, la chemise ne résume pas la carrière d'un journaliste. Ce n'est même pas un outil de travail. Même pas un outil de travail. Tout ce qui est lié au matériel, en dehors de matériel que les journalistes utilisent, donc le matériel professionnel, en dehors de ce matériel, il n'y a pas d'autre matériel qui prime sur le travail des journalistes. Sinon, c'est la tête, c'est les cerveaux qui doivent fonctionner. Exactement. Rapidement, on va parler je préfère qu'on puisse commencer par ça, la tenue des Jeux de la francophonie. Nous sommes à 50 jours du début des activités, mais jusqu'à présent, il y a une question qui taraude encore l'esprit des Congolais. Où en sommes-nous avec les infrastructures? Quand vous passez au stade 20 mai, il y a des travaux qui se font, à l'Unikine, je crois au stade des Martyrs aussi. Mais est-ce que le pays est prêt à accueillir ces Jeux? Merci beaucoup de la question, mais c'est la question que moi-même je me pose tous les jours. Et j'ai parie même que c'est les questions que se posent tous les jours tout citoyen lambda qui passe par l'avenue Sunway, guette un peu, jette un coup d'œil là où s'effectuent les travaux. Et vous avancez également sur le boulevard Triomphal, vous allez voir du côté des stades des Martyrs, comme si vraiment on vient à peine de se réveiller. Donc on a mis beaucoup de temps à discuter sur l'argent, à discuter sur des projets et à opter également pour certains marchés de gré à gré. Et c'est tout ce qui a fragilisé le départ de grands travaux. Mais voilà, la RDC qui n'est pas sortie toujours de ses habitudes de démons de retard, est toujours rattrapé par son histoire. Donc on y est encore. C'est un sacré retard que le pays a enregistré. Je ne sais pas si les organisateurs ou la francophonie acceptera une dernière excuse de la RDC pour enfin repousser encore de 2 ou de 3 mois. Mais sinon, la clémence de la francophonie a fait en sorte que nous puissions quand même, malgré les critiques de l'année passée, nous puissions quand même garder les flambeaux de l'organisation de ces Jeux. Mais malheureusement, on est habité vraiment par un démon qui nous tire toujours vers les bas. C'est le démon du retard. Et on n'y est pas encore sorti de là. Et voilà, les travaux sont encore là. Et ils font semblant vraiment de se battre pour tout terminer à temps. Et à peine
le coordonnateur de ces Jeux commence à livrer des interviews et voilà. Donc, et on découvre que les travaux sont en fait, mais en réalité, les travaux ne sont pas encore satisfaisants par rapport à la date ou à la tenue de ces assises chez nous. Je ne sais pas quel autre pays africain qui acceptera d'endosser la responsabilité ou pays européen qui ne s'est pas, par exemple, préparé pour ces Jeux. Subitement, on va orienter les Jeux vers là. La RDC doit prendre à être sérieuse quand elle veut vraiment se responsabiliser pour des grandes compétitions, pour des Jeux, je dirais même pour des grandes assises d'envergure ou à caractère international. Donc, il est temps. On va dire qu'ils vont pousser, mais attention avec la construction, tout c'est fait selon les normes. On ne va pas obliger un maçon de construire une maison dans 10 jours. Ça n'existe pas. Un maçon, il doit poser la fondation, il doit faire l'élévation, il doit poser la charpente, il doit placer le tôle, il doit se rassurer que tout s'efface dans le délai. Là, il y a une durée pour le séchage de béton qu'on place comme fondation. Il y a une durée de séchage des briques quand on fait une élévation. Et quand on place par exemple des madriers ou on place des chevrons, on doit également attendre pour que ça soit équilibré avant de venir placer les tôles. Je ne suis pas maçon, mais je connais quand même les ABC, les BABA de la construction. Donc, c'est la même chose. Même si c'est des biens préfabriqués, c'est des matériels préfabriqués, il y a des normes qu'il faut respecter. Et surtout que ce sont des athlètes qui seront placés dedans, qui vont y loger. Donc, il faut faire il faut faire très attention, sinon on va risquer à des infrastructures du type, voilà, les gens étaient à l'intérieur et puis ça s'est écoulé. Ou voilà. Donc, on ne souhaite pas ça. Je ne peux jamais souhaiter le mal pour mon pays, mais j'estime que on a beaucoup de choses à se reprocher quant à cette organisation de 9e Jeux de la francophonie. Comment expliquez-vous ces retards? D'abord, à quoi est dû ces retards? Le retard, justement, bien avant. Oui, le retard, c'était prévisible. Quand on parlait de ce 9e Jeu de la francophonie, rien n'était fait sur terrain. Il y avait un premier comité qui était là. Le premier comité qu'on accusait de tous les démons, d'avoir pas fait le travail, d'avoir détourné l'argent, c'est toujours des cris comme ça, des bruits de gauche à droite. Donc voilà. Donc c'est comme ça, les gens se sont chamaillés et tout ça, en lieu et place de travailler. On a laissé beaucoup de place, beaucoup de temps plutôt, aux gens qui ne venaient qu'avec des discours et non avec le travail. Et aujourd'hui, quand on s'est réveillé pour commencer à travailler, c'est à peine au mois de février qu'on a vu comment les choses semblaient se bousculer de gauche à droite. Plusieurs fois, il a visité les différents sites. Mais est-ce que le président est obligé de s'impliquer partout? Je me pose la question. Est-ce que le président ou la présidence, parce que les accusations pour la plupart proviennent de là, est-ce que ces gens-là sont obligés vraiment de s'impliquer en tout et pour tout dans tous les secteurs? Et pourtant, quand vous approchez ces gens, c'est des véritables incompétents, des gens vraiment qui ne maîtrisent rien. Mais ils sont partout. Là où tourne l'argent, rien, nulle part, là où on parle de la technique. Donc, ce sont ces gens qui portent la responsabilité de l'échec, quelque part, de travaux de 9e Jeu de la francophonie. Je parle de l'échec parce que la RDC, avec tous les rapports enregistrés par la francophonie, ça aurait pu servir à terminer ces travaux, mais on connaît encore d'autres retards. C'est un échec de ces côtés-là parce que le rendez-vous, moi je l'ai dit, ne sera pas vraiment tenu comme tel. On ne va pas respecter les deadlines. Vous allez voir vous-même quand les athlètes vont commencer à venir. Et là encore, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Parce qu'on ne sait pas si ils seront transportés par quel bus. Tout se prépare. Mais ici, vraiment,
Mais on a passé 3 ou 4 ans comme ça. Voilà. Ça s'est chamaillé. Assez chamaillé inutilement. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si ces bus-là viendront directement de l'Europe jusqu'ici ou ces bus sont gardés encore quelque part. Donc rien du tout. On devrait déjà voir ces bus circuler pour vraiment faire la publicité aussi de ces 9e jeux, parce qu'il y a un côté qui concerne la vulgarisation de ces jeux. Beaucoup ne savent pas, beaucoup ne connaissent pas. Quand je dis beaucoup, je ne parle pas des Quinois, je parle des gens de province. Donc c'est pas vraiment une activité. Ce n'est pas seulement une activité 100% Kinshasa. Ça doit intéresser aussi les Congolais, et surtout que la plupart d'athlètes proviendront aussi de la province, ceux qui viendront contribuer à renforcer les équipes de la RDC, football, basketball et autres jeux qui sont prévus. Donc j'estime que on fait tout comme si c'était une surprise. Pourtant, on a eu 2 ans de retard pour nous préparer en conséquence, mais malheureusement, voilà, on est toujours là. Voilà. Qu'est-ce qui arriverait au cas où la RDC n'arrivait pas à organiser finalement ces jeux? Ce qui arriverait, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Tout ce que je sais, oui, on doit sanctionner. On doit nous sanctionner. Si on ne respecte pas cette date, en réalité, on doit nous sanctionner. Mais je parie qu'il y a une équipe qui viendra encore, une équipe de la francophonie qui viendra encore pour tester, pour la dernière fois, si réellement la RDC est prête à accueillir ces assises. Donc, on a beau parler de ces assises, mais voilà, occasion nous a été donnée pour montrer à la face du monde combien nous pouvons aussi organiser de grandes assises, combien le président Tshisekedi pouvait aussi tenir au sport, au loisir de son pays, comment on pouvait aussi faire la publicité de nos athlètes, de notre pays, de notre capitale, mais malheureusement, je suis en train de me dire, voilà, qu'est-ce qui a fait ce retard? Donc on se pose moult questions, mais on sait que l'équipe viendra pour finalement se décider si la RDC restera le pays organisateur de ces assises. Alors, les responsabilités, on va les partager comment ici en interne. Est-ce qu'on doit responsabiliser les ministres des infrastructures pour ça? Est-ce qu'on doit sanctionner les comités organisateurs? Est-ce que c'est le Premier ministre, le ministre des Sports? Je pense d'abord c'est le ministre des Sports. Responsabilité. Les ministres des Sports, les ministres de la Culture et tout ça, parce qu'il y a des jeux culturels aussi, il y a des jeux sportifs. Et tout ça. Donc, chacun, selon son secteur, répondra de ses responsabilités. Et voilà, j'ai vu même François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou, je pense que ces journalistes qui habitués à des critiques aussi acerbes vis-à-vis des anciens gestionnaires. Voilà, donc... Voilà, donc, je pense qu'il doit manquer du sommeil parce que il s'est dit lui-même dans sa tête que si quelque chose n'allait pas, il doit porter la responsabilité. Voilà pourquoi on le voit tous les jours, en train de sillonner, de pousser les bouchées doubles. Et pour vraiment que ça se fasse, il est à tout moment interpellé au Sénat comme à l'Assemblée nationale pour des justificatifs. Mais ce n'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Un ministre, ça travaille. C'est vrai, il doit endosser ce qu'il a trouvé. Mais il est encore là en train de montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Mais le ministre de la Culture aussi. C'est vrai, les activités culturelles, on sait déjà où ça pourront avoir lieu. On a les eaux, que je dis... notre musée qui présente quand même une très bonne image. Mais pour les infrastructures sportives, c'est là où ça pose vraiment un problème. Donc, les sanctions dépendra de chaque secteur, mais aussi ce qui serait mal vu, c'est le pays, la RDC. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez même des sanctions en interne, vous parlez des sanctions en interne, mais après, ces sanctions seront vulgarisées à travers le monde. En réalité, ça ne sera vraiment pas interne comme tel. C'est vrai, les responsables internes existent, mais la publicité qu'on fera autour de ces sanctions fera
en sorte que notre pays soit mal vu à l'extérieur, voire même auprès des pays qui ont eu organisé déjà ces genres d'assises sans fournir assez d'efforts. En fait, ce que je comprends, notre pays, nous attendons quelque chose nous arriver, surtout du côté négatif, pour se mettre au travail. Pourtant, c'est des mécanismes qui devraient déjà être en place, qui devaient déjà anticiper le besoin. Pourquoi nous attendons? On a attendu Covid ici pour tenir compte de la situation dévastatrice de nos infrastructures sanitaires. On a attendu la crise de maïs ici pour se rendre compte combien notre économie était fragile. Donc, on attendait aussi la francophonie pour dire, voilà, on va aménager les terrains et tout ça, les stades des martyrs, le home. On s'est rendu compte qu'il y avait même une piscine olympique au niveau de l'université de Kinshasa qu'il fallait aménager. Il y a même des sites qui ont été retenus. Jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore commencé. Les sites présidentiels de Lancelé. Il y a encore une autre piscine olympique là-bas. Qui doit porter cette responsabilité? Oui, mais quand je parle encore de ces sites-là, c'est-à-dire même le ministre du Tourisme est impliqué. Parce que ces sites sont gérés au niveau du ministère du Tourisme. Donc il y a un imbroglio autour de tout ça. Il vient à peine de... Et puis, est-ce que même on a... Non, mais il est parti. Vous savez, l'État, quand vous agissez en son nom, vous pouvez partir, mais c'est fini. Mais ça, c'est grave. Il n'a pas engagé sa responsabilité personnelle. Il a engagé la responsabilité comme ministre. Il agissait au nom de la République, au nom de l'État congolais. Donc, du coup... même ce qui s'est passé, même ce qui se déroule présentement, est à mettre sur le dos de François-Claude Kaboul. D'abord, qui gère les fonds alloués à l'organisation de ces Jeux? Est-ce le ministère des Sports ou les comités qu'on a placés pour organiser finalement ces Jeux? C'est toujours le comité, ça passe par les comités. C'est les comités qui désignent d'abord les entreprises selon les critères mis en place par les régimes de passation des marchés public et puis tel que défini par la francophonie elle-même. Donc du coup la coordination gère également les finances. Ça, c'est donc grave, ça. il faudrait vraiment pour ne serait-ce que cette fois-ci faire donner du sourire aux Congolais. On a vu le pape venir ici. Combien cette visite, les gens se sont combien cette visite était organisée, on a travaillé d'arrache-pied. C'est là où il faut féliciter Jésus Noël Cheke, parce que on ne sait pas, il ne savait pas nous dire réellement combien la somme était mise à sa disposition, mais tout ce qu'on savait, c'est que l'argent sortait vraiment en compte-gouttes. Et que n'eût été ses propres efforts, son intelligence, est-ce qu'il est aussi impliqué son énergie. Il est aussi impliqué à la francophonie. Oui, j'ai vu qu'on lui a accordé la gestion de la partie qui concerne la visibilité, notamment événementielle, mais on n'y est pas encore arrivé. J'ai vu aussi que lui anticipe déjà, il a mis en place une télévision qui va couvrir l'intégralité, en fait, de ces jeux. Voilà. Donc, quand on place des compétents à leur place, ils savent travailler, combien même qu'il n'y a pas de moyens. Au moins, en termes d'idées, on voit que quelque chose est en train d'être fait. Au lieu que nous présente des gens qui viendront pour faire vraiment de la chamaillerie, pour nous pondre des discussions qui n'apporteront pas grand-chose. Donc, voilà. Et il y a Zakari Bababa, ce qui est repêché aussi comme porte-parole. Oui, déjà au départ, je pense qu'il y avait Zakari Bababa, c'est lui-même qui appelait la presse, si je me rappelle bien, aussitôt qu'elle annonce, voilà, le premier comité. Et c'est vrai, on peut critiquer aujourd'hui les tendances, les positions politiques de Zakari Bababa, mais du côté travail, j'ai eu à travailler avec lui à 2 reprises. Côté organisation, je pense que on n'est pas tombé sur une mauvaise personne. Très bien. Et surtout que c'est un gars, Zakari Bababa, celui qui maîtrise quand même beaucoup de nos langues nationales. Très bien. Voilà, c'est un historien et ainsi de suite. Donc je pense que le choix et le poste lui confié
ne lui sera pas vraiment une tâche difficile. Très bien, on va parler de ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Perquisition des domiciles de Salomon Escadela, Moïse Katumbi ici à Kinshasa et puis Salomon à Lubumbashi. L'affaire a continué encore, c'est vendredi. Maisons perquisitionnées, et les uns et les autres crient au scandale, mais aussi à l'arbitraire. Ces avocats empêchés de participer à cette procédure de perquisition, les membres de sa famille chassés. Comment analysez-vous cette affaire Salomon Escadela? Bon, on doit d'abord nous donner des explications sur plusieurs choses. Parce que c'est les renseignements militaires, en fait, qui arrêtent Salomon. Et puis, du coup, avant ces perquisitions, nous avons vu la dénonciation faite par Matata, qui finalement avoue qu'il y avait une arme à feu. Déjà, à partir de la déclaration de la DEMIAP, on se disait que peut-être c'était faux. Moi, vraiment, je croyais à une machination. Comment Salomon, un homme aussi qui n'a pas de foudre de guerre, un homme aussi clément, un homme aussi simple comme Salomon, pouvait avoir une arme à feu. Je m'en doutais. Mais avec les déclarations de Matata, on se rend compte qu'il y avait une arme à feu à qui il fallait donner la responsabilité. Et du coup, ça certifie la thèse de la DEMIAP qui déclarait avoir ramassé cette arme. Finalement, l'arme-là appartenait aux gardes de Matata Pogno. Et puis, 2 jours après, Matata dit non, le garde est introuvable. Mais enfin, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Que nous sommes de petits gens qui ne savent pas réfléchir. Et à partir de cette déclaration de Matata, moi je vous dis, l'affaire de Salomon devient encore compliquée avec ces genres de déclarations. Et surtout que tous étaient ensemble. Que ce soit le jour de la marche, que ce soit le jour du sit-in. Pourquoi Matata devrait revendiquer cette arme? Et d'après les informations à ma disposition, ce n'est que 5 jours après, donc le jour de l'arrestation de Matata Pogno, de Salomon plutôt, que les gardes du corps de Matata Pogno est allé faire la déclaration de la perte de son arme. Il a perdu l'arme les 25 et les 30, mais quand on arrête Salomon, lui il va aussi faire une plainte. Moi, je suis à 50% issu d'une famille militaire et mon épouse à la maison, c'est la fille d'un militaire. Quand un militaire perd son arme, il fuit le pays. Soit il a des options, il part aussitôt perdu son arme, il part faire une déclaration pour qu'on l'enregistre, qu'on récupère les types d'armes et tout ça, qu'on lance directement les recherches. Mais vous perdez votre arme dans une ville où il y a des criminalités abondantes, il y a des meurtres tous les jours. Vous ne voyez pas les risques. Donc lui-même, les gardes n'a pas senti les risques pour lui de perdre une arme. Et voilà que tout est attribué à Salomon. Je crains même que les perquisitions que nous sommes en train de déplorer, parce que c'est sans témoins, on évite les témoins, parce que la loi demande à ce qu'il y ait des témoins. Vous pouvez perquisitionner ma maison, c'est le droit, c'est la justice, c'est le droit de l'État, mais en présence de témoins. Le fait qu'il n'y ait pas de témoins, le fait d'éviter les témoins, ça pousse les gens à réfléchir sur autre chose que votre travail que vous êtes venu faire. Il y a un complot qui est déjà planifié peut-être, où on va placer des... Voilà, donc vous n'allez pas empêcher les gens de réfléchir, par exemple, sur un probable complot. Tout simplement parce qu'on n'a pas respecté les normes. La présence des avocats, pourquoi c'est évité? Les membres de famille. Pourquoi dans la précipitation? C'est vrai, on peut dire, voilà, c'est fait dans la précipitation parce que on ne veut pas effacer les traces, mais ne serait-ce qu'il y ait la présence de gens qui vont témoigner devant
témoin, ou soit devant la justice. Voilà, nous avons assisté à ça, ils sont venus, ils ont fouillé. Et heureusement, chez Katumbi, au moins, il y a eu une dame qui s'est pointée comme témoin, une voisine. Et aussi Francis Kalombo, qui, d'après son témoignage, a participé. Mais dans d'autres maisons, par exemple, des Salomon, je pense qu'il n'y a pas eu de témoin. Donc, on doit respecter les normes pour éviter toutes les élucubrations ou aux gens de réfléchir sur un probable, par exemple, complot. Est-ce qu'il y a encore... Maintenant, quant à Matata, j'ai dit que je crains même que cette perquisition arrive jusque dans la résidence de Matata, parce que Matata a endossé la responsabilité d'une arme. C'était de son garde. Alors, on se posera beaucoup de questions pour savoir, voilà, comment c'est pour son garde, mais c'est lui qui doit faire la déclaration et publique. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où Matata a fait cette déclaration, moi, je vous dis, sincèrement, l'affaire de Salomon devient très compliquée et très difficile. Donc, voilà. Et aussi, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il faut très vite, transférer ces dossiers de Salomon Escadé devant ces juges naturels. La détention au niveau des services secrets ne doit pas vraiment aller au-delà des 48 heures, selon les normes, selon la Constitution. Sinon, c'est encore de l'arbitraire, ça devient une arrestation, une détention arbitraire. Du coup, il faut le transférer. Pourquoi? Parce que c'est devant son juge naturel qu'on aura la possibilité d'écouter Salomon, que Salomon aura accès à ses avocats. Parce que la manière dont il est détenu, on ne sait pas si il est dans quelles conditions. Mais du moins, si Salomon sort, on saura le mettre dans les conditions et lui permettre d'avoir un procès équitable. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté du pouvoir en place de vouloir nuire à tout prix à Katumbi et ses proches? Comment on peut aller perquisitionner, vous éviter que les avocats... Non, moi je ne dis pas, je ne dirais pas. Il y a plutôt un système qui existe. Et ce système-là ne date pas d'aujourd'hui. On pensait que le système allait être déboulonné par Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, c'est quoi ce système? Félix Tshisekedi a été muet par ce système. Ce système des arrestations dont nous déplorons. Arrestation arbitraire. Oui. Pourquoi ça doit toujours être la même chose qu'on décrit? François Et toujours du côté service, des renseignements. On a décrié et on voit que le président devient de plus en plus impuissant face à ce système qui est installé. Et on craint que les autres qui sont en train de décrier le pouvoir aujourd'hui arrivent et trouvent la même chose. En fait, c'est un bloc de gens qui pensent que voilà, nous pouvons faire des choses de notre manière. Non, il faut respecter les normes dans un état de droit. Même pour arrêter une personne, vous devez respecter les normes. On doit avoir des services disciplinés, des gens disciplinés. Et puis quand on vous appelle quand même les services d'intelligence, vous devez savoir opérer en toute intelligence aussi. Et non vous opérez comme si vous n'avez pas de l'expertise. On fait même une conférence de presse. Oui, mais comment ça? Comment ça? Encore on dirait qu'il y a un problème de communication, même au niveau des entités décentralisées de ces services. Il y a même des fois des contradictions entre eux. C'est une très mauvaise image, même sur le plan politique. Donc, on est en train de fragiliser ces régimes par un système qu'il a trouvé et qu'il n'a pas réussi à démoulonner. Très bien. C'est pour la 3e ou 4e fois, je pense, qu'on va parler d'un coup d'État et qui n'aura finalement pas lieu. On a parlé non, mais quand on parle d'un coup d'État, quand on parle d'un coup d'État, je crois qu'on doit mettre beaucoup de sérieux. On parle de coup d'État quand même. Militaire. Et puis moi je me dis, est-ce que le langage adopté par les services de renseignement comme l'ANER, qui est donc un des services au sein de la présidence de la République, devrait être le même langage répercuté par notre justice? Non. La justice devait avoir son propre langage. Et la justice doit même condamner certaines habitudes de l'ANER, pour que l'ANER change ses méthodes. Quand vous vous rendez compte des PV sortis de l'ANER, brandis devant le magistrat, vous constatez qu'il y a certaines choses qui ne tiennent pas debout. Mais pourquoi les juges ne prennent pas le soin de corriger ces irrégularités ou cette manière ou ces méthodes de faire, plutôt que de corroborer avec l'ANER? Je pense qu'il y a un problème.
soit la justice cherche elle-même à se salir, soit la justice ne respecte pas la vision du président de la République, soit la justice est inféodée. Soit la justice est inféodée. L'ANER, je sais que l'ANER, dans des pays qui se respectent, l'ANER travaille pour le pays. L'ANER ne travaille pas pour des individus. L'ANER ne travaille pas pour les institutions en place. L'ANER voit le pays. Quand le pays est en danger, c'est alors que l'ANER intervient. Mais quand il y a des gens qui ne représentent aucun danger, vis-à-vis même de la République, quand il y a des gens qui ont servi cette République, qui peut-être ont besoin de bénéficier d'un certain comportement digne de son rang, c'est l'ANER qui vient interposer pour imposer ces pratiques antidémocratiques. Et je crois que ça doit poser problème. Il y a des gens qui méritent d'être sanctionnés positivement dans notre pays ou dans notre société parce qu'ils ont fait du bon travail, ils ont rendu service à leur population en étant, pendant leur mandat. Il y en a d'autres qui méritent vraiment d'être sanctionnés négativement parce qu'ils ont appauvri, parce qu'ils ont laissé les Congolais dans la malheur, dans la désolation et tout ça. Est-ce que le coup d'État n'est-il pas un système adopté ou une stratégie adoptée par les pouvoirs en place pour éviter les élections sans pour autant être dans le secret. Sans pour autant être dans le secret, je sais que avec l'agression que nous connaissons dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est vraiment difficile de ne pas évoquer un probable coup d'État. C'est difficile. C'est-à-dire le plan machiavélique de gens qui sont par exemple pas écoutés avec leurs revendications fantaisistes. Voilà, ils sont là en train de tuer et tout ça. Donc, ils peuvent pousser trop loin juste à engager des gens, à responsabiliser certaines personnes pour orchestrer un coup d'État. Donc, Salomon, déjà le fait qu'il y ait agression et des relations tendues entre les deux pays, on peut réfléchir à un coup d'État, mais arriver maintenant à amputer ces coups d'État derrière les acteurs politiques et pendant que ils ont renouvelé leurs manifestations de terrain, ça laisse à désirer. Salomon voulait inciter les militaires à commettre des actes contraires à la loi et on arrête Salomon. Ça, ce sont des thèses, des thèses que la justice doit être prudente avant de corroborer à cela. Ce sont des thèses très graves que la justice ne doit pas adhérer yeux fermés à cela. On doit brandir le preuve. Et quand je parle de preuve, je parle de quelque chose qui est sérieux. Quelque chose de vraiment tangible. Oui, de tangible, de sérieux, pas des histoires de mercenaires comme à l'époque du régime Kabila. 600 mercenaires. Oui, 600 mercenaires et en réalité, on n'a vu aucun. On a plutôt arrêté des supporters de Mazembe qu'on a mis en prison ici pendant des années. Mais apparemment, c'est le même scénario qu'on a essayé J'ai parlé ici d'un système qui existe dans notre pays que le président de la République n'a pas réussi à déboulonner. On doit faire très attention. On doit faire très attention. C'est un système qui n'a pas vraiment aidé la République à avancer. Donc, il faut, je pense qu'il faut, il faut changer de méthode. Changer de méthode. Les opposants, oui, c'est vrai, mais ils ne représentaient à nos yeux aucun danger. Ces gens-là, ils ne représentaient vraiment pas danger. Salomon Escadé l'a représenté quel danger? Parce que lui-même, il circulait la ville sans garde-corps. Les militaires à commettre combien de militaires? D'abord, les militaires, là, sont en nombre de combien? Et vous pensez qu'un militaire, c'est comme ça qu'on peut l'inciter et puis le lendemain, il y a ce qu'on appelle dans l'adage militaire, dans le vocabulaire militaire, la théorie de la baïonnette intelligente. C'est pas à tout militaire qu'on appelle et dit voilà, il faut commettre les actes contraires. Non. Même si c'est un militaire qui doit le faire, mais quelle catégorie de militaires? C'est un général à qui on a donné ces instructions? C'est à qui? Non, je pense qu'on doit faire très attention, même par notre méthode de porter les accusations sur les individus.
Je pense que les accusations sont allées un peu trop loin. On pouvait, par exemple, se limiter autour d'une arme à feu, peut-être qu'on a ramassé. Et là aussi, il faut être très honnête pour reconnaître que de ce côté-là, ils ont dit la vérité, qu'effectivement, l'arme a été ramassée. Mais, Matata, sortir pour dire, voilà, l'arme est là, voilà, c'est Jéricho, c'est tel, c'est un tel, et tout ça, ça compliqué. Mais inventer d'autres thèses pour dire, voilà, il doit avoir appelé les militaires, les généraux et tout ça. Non, mais je pense que là, il faut de preuves sérieuses. Est-ce qu'on doit s'attendre à un procès ou vous pensez que cette histoire va finir comme c'est fut le cas avec Non, moi François Béa, je pense plutôt qu'il doit y avoir un procès, mais un procès équitable. Pour le cas François Parce que Béa, il n'y a pas eu de procès. Bon, disons, non, l'affaire c'est terminé comme on le sait. oui, mais il faudrait qu'il y ait un procès. Pour le cas Bisselé, Il faudrait... son dossier est même introuvable. Justement, c'est des choses à déplorer. Moi, je parle Apparemment, pour nous le sommes en train cas, de pour le décrédibiliser cas davantage notre justice. mais la justice elle-même accepte de se décrédibiliser. Parce que s'il y avait des magistrats qui ne recevaient pas des instructions, le coup de fil en pleine audience, même nous, quand on comparait devant un magistrat, des fois, ils reçoivent des coups de fil. Il se retire et puis il revient après. Il se retire et puis il revient. Qui appelle? Qui appelle? En pleine audience, un téléphone sonne, un magistrat décroche au téléphone. Non. Je pense que des magistrats qui se respectent, des magistrats qui sont décidés à rendre service à la nation, doivent se comporter dignement. Doivent se comporter dignement. En toute liberté. Et déjà, un magistrat, quand il fait correctement son travail, c'est la société qui l'applaudit. Donc, on doit être très prudent. Et notre justice doit faire très attention. Parce que des accusations s'accumulent. Et quand déjà on commence à arrêter des opposants dans un pays, entre guillemets, démocratique, ça doit nous faire réfléchir plusieurs fois. Est-ce que ce n'est pas Moïse Katumbi qui est visé dans tout ça? Parce que j'ai lu ce matin plusieurs tweets des confrères, notamment Steve Wemby, Boujakira, des tweets qui datent de décembre 2022, dans lesquels ils annonçaient déjà un complot contre Moïse Katumbi. On va placer des armes dans ces différentes résidences. Question de chercher des voies et moyens pour les disqualifier à la présidentielle. Non. Ce n'est pas Katumbi qui est visé dans tout ça. Tout est à réfléchir. Déjà, la manière dont les choses se passent, tout est à réfléchir. On irait même plus loin pour citer encore d'autres opposants. On doit arrêter ces méthodes. Katumbi soit visé, je n'ai aucune preuve pour dire voilà, c'est Katumbi qui est visé, ou pour affirmer des choses et tout ça. Mais tout ce que j'estime que je vois qu'il y a une traque contre les opposants. Et pour quelle fin? Pour quelle fin? Il représente quelle menace? Pour quelle fin? Parce que, oui, ben, attends, vous parlez de Katumbi, vous dites en même temps, il représente quelle menace? Peut-être pour eux, la menace, c'est de voir Katumbi remporter les élections. Mais c'est la démocratie. Oui, mais c'est des bonnes guerres en politique. C'est des bonnes guerres. Voilà pourquoi on dit qu'il faut laisser. Moi, d'ailleurs, quand les opposants commençaient à manifester, je me disais, voilà, au moins, nous avons des opposants désormais qui revendiquent. Parce que dans le passé, nous avions comme l'impression que c'est l'Église catholique qui avait pris la place de l'opposition. Mais il a suffi seulement 2 activités à peine pour qu'on commence à traquer les opposants. Je trouve ça malhonnête. Je trouve ça malhonnête. Ces opposants ont leur droit de manifester. Ils ont prévu encore d'autres activités. Et je pense qu'on devrait les laisser. Et qu'à la fin des comptes, l'opinion, la population, c'est lui qui a le pouvoir du vote. Les souverains primaires s'en décidera. Et non de vouloir empêcher les uns pour laisser la place aux autres. Très bien, on va parler de la ville de Kinshasa. Mais une dernière question. Comment voyez-vous l'issue de cette affaire? Quelle affaire de Salomon? Oui. J'ai demandé à ce que Salomon soit transféré devant ses juges naturels pour qu'on assiste à un procès équitable. Parce que si le procès de Salomon n'est pas équitable, on va encore dénoncer. Les gens viennent encore dénoncer. Le procès doit être équitable avec le motif, les accusations portées à sa charge. Et je dirais même, quand on parle d'atteinte à la sûreté, on doit nous prouver que c'est vraiment une atteinte à la sûreté. Vous voulez renverser Tshisekedi pour placer à la tête du pays un Katangé. Et c'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est toujours le même infrastructure. Et puis moi, les mots là, en fait, je ne pouvais pas cautionner ça. Comment ça pouvait sortir de la bouche d'un militaire? On cite vraiment, on dit voilà, un Katangé et tout ça. Non, mais pourquoi arriver
jusqu'à ces points. On combat les tribalismes, Les origines, les services d'intelligence, les origines ethniques de quelqu'un, un Katangais, on pouvait se limiter à citer son nom. Et nous, l'opinion, on en tirera les conséquences. Et nous, citer le Katangais. Pourquoi indexer toute une région? Voilà. Pourtant, autour du président, il y a aussi des Katangais. Oui, bah oui. Maintenant, on nous a même laissé perplexes. On ne sait pas quel est ce Katangais, qui voulait. Voilà. Donc, voilà. Tout ce que je peux souhaiter, que la justice nous présente un procès équitable, que Salomon soit transféré devant ses juges naturels. Très bien. Parlons de Kinshasa. Quel se passe-t-il réellement entre Ngobila et Godempoy? Ils se sont tirés il y a peu et hier on voit une vidéo où ils se serrent la main, figure froissée les deux. Qu'est-ce qui se passe réellement? Non, ce qui se passe, c'est une honte quand la gestion est calamiteuse. Que ce soit Godempoy, que ce soit Jean-Thény Ngobila, tous ont échoué. Ils se sont rendus compte à peine de leur bilan parce qu'ils savent que dans quelques mois, les Congolais seront aux urnes. La réalité, c'est ça, la réalité cachée. Au-delà de ça, c'est une situation donc, tout ce qu'on nous présente là, des finances mal gérées, tout ça. Non, mais c'est faux. C'est de la poudre aux yeux. Parce qu'on sait que leur gestion est vraiment catastrophique. Qu'est-ce que Gentilly a promis aux Quinois et a fini par réaliser? Kinshasa Bopeto. Il bandit tout le temps la route Elenguesa. La route Elenguesa, oui, bravo. Sa plus grande réalisation. Oui, bravo. Mais c'est seulement un coin. C'est une voirie. C'est un coin. On aurait voulu qu'on nous parle encore d'autres routes. On a des très sérieux problèmes avec des routes secondaires ici à Kinshasa. Il y a des embouteillages tous les jours. Et voilà. La route Elenguesa, bravo, Gentilly. Mais après, est-ce que le président de la République, est-ce que l'Union sacrée, est-ce que le PPRD, parce que c'est votre parti originel, vous a placé là-bas pour la route Elenguesa? Il a planté aussi la pelouse sur le boulevard Lumumba. Quelle pelouse? Il y a la pelouse, il y a les jeux des lumières. Oui, mais vous parlez encore du boulevard Lumumba. Des actions trompe-œil. Parce qu'en réalité, je ne sais même pas si Gentilly est en train de respecter son cahier des charges qu'il a présenté aux députés provinciaux. Je ne sais pas, Gentilly, avec des activités qui commencent, qui ne terminent pas, peut-être ça s'abîme et tout ça. On ne sait pas. On nous a placé des temps sur le boulevard Triomphal. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Zando, n'eût été les déclarations, n'eût été... Ça commençait à décrier de partout. C'est alors qu'il a accéléré les travaux. Mais on ne sait pas à quel coût. Kinbopeto. Kinbopeto, n'en parlons pas. Ce projet a entendu le président de la République qui était en voyage pour venir inaugurer. Mais aujourd'hui, aller dans des hôpitaux pour se rendre compte qu'est-ce qui se trouve derrière les hôpitaux, c'est des poubelles. Vous venez pour être soigné de la malaria, vous attrapez la typhoïde tout en étant dans l'hôpital. Allez à l'hôpital général de Kintambo pour voir des choses. Et malheur aux malades qui sont internés. Voilà. Donc, on nous expose comme ça nos vies. Et voilà, ça devient très dangereux cette ville. Et on parlait de cantonniers. Le gouverneur de la ville a acheté plusieurs camions qui devaient balayer la route. Mais ces camions-là sont partis où? Avec tous les tapages qu'on a enregistrés ici à travers la télévision, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. Mais ces camions sont partis où? J'ai même appris, entre guillemets, ça je ne confirme pas, qu'on a distribué ces camions-là selon les circonscriptions électorales de chaque député provinciaux, mais seulement de l'Union sacrée. Ça, c'est grave. Et qui fait le travail? Est-ce que ces camions-là travaillent? Nous avons déploré la gestion de la ville ici pendant la Covid-19. Nous avons déploré la gestion de la ville ici à chaque épidémie qui frappe les Quinois. C'est toujours la même gestion que nous allons commencer à déplorer. Le gouverneur tout-puissant n'a jamais été convoqué à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale.
pour se rendre compte, pour même un exercice de redevabilité. Mike Mukebai, qui aujourd'hui est en prison, combien d'interpellations au gouverneur? Bloqué Et par aujourd'hui, les présidents de l'Assemblée provinciale. le pasteur Godem Poyi veut nous prouver voilà, qu'il était du côté de ces Quinois-là qui voulaient entendre le gouverneur sur d'autres matières ou des promesses non tenues. À Zando ici, pendant qu'on a fermé les marchés, on a tué des gens qui revendiquaient la vente, l'endroit, les étalages pour liquider leurs marchandises. Il y a des dépôts qui ont pris feu avec des produits à l'intérieur, avec des articles à vendre à l'intérieur, avec des marchandises. Combien on a remboursé à ces pauvres Quinois? Non, je pense qu'il est temps que le peuple congolais, les Quinois particulièrement, comprennent la gestion de cette ville. Est-ce que la réconciliation En entre tout cas, les ça deux- n'a pas été à la hauteur, que ce soit pour l'Assemblée provinciale, que ce soit pour le gouverneur La Jean-Philippe réconciliation- Ngobila et son équipe. La réconciliation entre les deux efface-t-elle toutes les fautes reprochées par Godin Poyi? Moi, d'ailleurs, c'est la gestion des c'est la question que je me Ngobila. On pose. comprend que c'est un problème personnel. Est-ce que cette réconciliation va arrêter la procédure engagée contre Jean-Denis Ngobila? C'est là où on va vraiment découvrir les aventuriers C'était un qui problème nous personnel dirigent. alors. Oui, mais ce n'était pas un problème On a voulu personnel. vous embrouiller inutilement. Le problème, c'était la gestion des finances de la ville. On ne doit pas nous escroquer comme si on était des enfants. Mais attendez un peu. La mission de ces parlements, c'est de contrôler Ngobila. Quand les parlements, ou disons l'Assemblée provinciale, c'est de contrôler Ngobila. Quand cette Assemblée initie une motion et on transforme cela comme un problème personnel entre Ngobila et Godin Poyi au Voilà. point d'organiser une réconciliation. Voilà. Donc, À quoi ça sert alors? les Quinois n'ont que faire de cette réconciliation. Et ça ne nous concerne pas. La réconciliation, oui. D'ailleurs, ça devait être des façons sportives. S'il y avait des problèmes individuellement, ils devaient les laver aussi loin de la télévision. Mais le problème qui concerne la gestion de la ville, je pense que Ngobila est jusque-là redevable. Pourquoi on présente cela comme un problème entre Godin Poyi et Jean-Denis Ngobila? Vous savez, ce qui est encore drôle, je vais vous dévoiler une chose. Dans cette assemblée provinciale que dirigent les pasteurs, Pasteur, professeur. oui, pasteur, professeur, L'homme de 15 diplômes. l'homme de 15 diplômes qui dirige Godin Poyi, il y a une dynamique qui a été créée, Dynamique Ngobila. dynamique Ngobila. C'est-à-dire les Keba députés, en a parlé plusieurs fois. les députés qui sont censés contrôler la ville, la gestion de la ville, le gouverneur, se sont transformés en véritables fanatiques mélomanes. Ça, c'est quel pays vous? Atalakou de Ngobila. Vous vous en rendez compte? Et ces députés-là sont nombreux. Et c'est tous ces députés-là qui menaçaient Godin Poyi de le déchoir. Parce qu'on formulait des interpellations vis-à-vis du gouverneur. Vous vous en rendez compte combien le peuple attend le changement et que le changement est bloqué par la volonté de certaines têtes parce qu'ils veulent faire je ne sais pas quoi, du chantage, gagner de l'argent auprès du gouverneur, ou pourquoi pas partager de l'argent, partager la richesse de la ville entre les individus. Je pense que cette réconciliation n'engage pas à la limite notre ville de Kinshasa et n'engage aucun Quinois. La procédure doit se poursuivre. Si Godin Poyi ne poursuit pas la procédure qu'il a engagée, nous serons dans l'obligation de tirer les conclusions. Nous serons dans l'obligation de tirer les conclusions. Déjà, c'était trop tendancieux d'avoir un homme de Dieu faire la politique ou d'avoir un homme de Dieu comme président d'une institution, d'un organe politique comme l'Assemblée provinciale. Voilà. Un peu comme Mukuna, Voilà. qui a lancé même Voilà. l'adhésion massive Voilà. en plein culte. Voilà. Donc, un homme de Dieu, voilà, on va voir jusqu'où un homme de Dieu peut agir au profit des Quinois qui aujourd'hui semblent être dans la merde. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on parle de tout. À chaque fois quand il y a la pluie, on parle des catastrophes naturelles. Mais qui emporte combien de Congolais? Qui emporte combien de Quinois? Combien de Quinois meurent après chaque pluie? Est-ce que le travail est fait correctement? L'urbanisation de la ville, le travail de curage des caniveaux,
C'est à peine parce qu'on a décrié qu'on commence à travailler. Mais finalement, dans cette ville, rien ne nous est offert gratuitement. Est-ce que la Ou gestion... par les savoir-faire de nos dirigeants. Non. Il faudrait, tout s'obtient par la revendication ou par les revendications. Je pense que ça n'est de trop. Nous devons avoir des dirigeants consciencieux qui doivent anticiper sur le besoin de leurs dirigés. Qui doivent réfléchir sur le lendemain. Mais malheureusement, on a des politiciens, on a des animaux politiques qui commencent à réfléchir que la veille des élections. On devait avoir des hommes d'État qui doivent réfléchir sur le futur de leurs administrés. Mais finalement, voilà, il faut revendiquer quelque chose pour l'obtenir dans cette ville, dans notre pays. Pourtant, on espérait un changement. Et ce n'est pas le changement que nous sommes en train de vivre. C'est toujours les mêmes histoires qui viennent et tout ça. Non. Est-ce que la gestion de la ville de Kinshasa va-t-elle permettre à Félix Tshisekedi... D'abord, notre ville est gérée par les catastrophes. Des drames. Le phénomène Koulouna, on n'arrive pas à les maîtriser. Non, mais je vous dis, c'est par des catastrophes et des drames que notre ville est gérée. Pourquoi? Parce que on ne sait pas bien gérer. On ne sait pas bien gérer. Si on avait des bons gestionnaires de la ville, de bons dirigeants de la ville, on n'aurait pas connu tout ça. Parce que la force revient à la loi. Parce que les dangers guettent déjà la ville. Parce que, on va encore déplorer le lendemain d'autres morts. Pendant la saison sèche, vous allez voir les travaux qui seront effectués dans la ville. On déplorera, je ne le souhaite pas, encore des désastres quand la pluie reviendra. Très bien. On a terminé l'émission, cher Edmond. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Le plaisir est mien. J'en profite pour saluer ceux qui nous suivent à Kinshasa, ceux qui nous suivent à Lubumbashi, parce que dernièrement, j'ai reçu beaucoup d'appels de Lubumbashi, et ceux qui nous suivent à travers le monde, à travers la plateforme YouTube, Facebook, Twitter, voilà. Très bien. Cette émission est terminée. C'était le dernier numéro de la semaine. J'avais reçu pour vous Edmond Izouba, directeur général du média en ligne opinioninfo.cd. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros de Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir. Au revoir.